Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'une des matières phares des études de droit. On va parler ensemble de la procédure pénale. Et ensemble, dans cette vidéo, on va donc voir tout d'abord dans un premier temps ce qu'est la procédure pénale. On va donner une définition de la procédure pénale. Ensuite, on va parler ensemble de l'une des sources principales de la procédure pénale. On va évoquer ensemble, bien évidemment, le code de procédure pénale. On évoquera ensuite les grandes thématiques en procédure pénale. On parlera des différentes phases du procès pénal, comment se déroule un procès pénal. Et puis enfin, je vous partagerai quelques astuces et quelques conseils pour réussir au mieux votre épreuve de procédure pénale. Mais juste avant, si vous aimez bien ce que je fais sur YouTube, eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo. Déjà, ça me donne énormément de force pour faire d'autres vidéos de ce genre. Et puis également, pour le référencement, c'est toujours bien de mettre des likes. Donc, si vous voulez avoir d'autres vidéos sur cette thématique-là, petit like, ça donne de la force. Maintenant, on peut y aller, on peut commencer à évoquer ce qu'est la procédure pénale. Qu'est-ce que c'est que cette procédure pénale ? La procédure pénale, c'est la branche du droit qui est relative à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves, à la recherche des auteurs des infractions et au jugement de ces auteurs. Autrement dit, finalement, la procédure pénale, ça porte sur les règles de fonctionnement, les règles d'organisation d'un procès pénal. Et finalement, les règles de la procédure pénale, elles vont s'appliquer à partir du moment où il y a une infraction qui va être commise, par exemple un vol, un viol, un assassinat. Donc les règles de la procédure pénale vont s'appliquer à partir de la commission de l'infraction jusqu'au jugement de l'auteur. Et éventuellement, jusqu'à l'exercice d'une voie de recours. Qu'est-ce que c'est qu'une voie de recours ? Par exemple, il y a un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel, ça ne plaît pas à la personne qui a été condamnée, elle peut interjeter appel de la décision. L'appel étant l'une des voies de recours, il y a le pourvoi en cassation, bref, on y reviendra rapidement là-dessus. Donc, la procédure pénale, qu'est-ce que c'est ? C'est les règles de fonctionnement, d'organisation, de l'évolution finalement d'un procès pénal. La procédure pénale, ça permet donc de mettre en œuvre le droit pénal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, la procédure pénale, elle est liée fortement au droit pénal, puisque le droit pénal, c'est le fond finalement, et la procédure pénale, c'est la forme, c'est la procédure. Et quel est l'objectif de la procédure pénale ? Pourquoi il y a des règles de procédure pénale ? L'idée derrière ces règles de procédure pénale, c'est de protéger les libertés individuelles. C'est-à-dire que on veut éviter que les autorités publiques, les gendarmes, les policiers par exemple, les magistrats, on veut éviter que les procureurs ne fassent n'importe quoi. Et donc on veut éviter ces abus. C'est pour ça qu'on a institué des règles de procédure pénale. Et par exemple, c'est pour cela notamment qu'une personne qui est placée en garde à vue, cette personne qui est placée en garde à vue bénéficie de nombreux droits pour se défendre, et notamment elle a le droit à l'assistance de son avocat. Maintenant, parlons ensemble de l'une des sources principales de la procédure pénale. On va parler ensemble du code de procédure pénale. De façon générale, le CPP, le Code de procédure pénale, a été créé par une loi du 31 décembre 1957. Et ce Code de procédure pénale est entré en vigueur en 1959. Il succède finalement au Code d'instruction criminelle qui avait été institué sous Napoléon en 1808. Et ce Code de procédure pénale, bien évidemment, il a été modifié à de nombreuses reprises, puisque d'ailleurs la procédure pénale, c'est une matière qui est en constante évolution et qui notamment aussi est énormément dépendante de la politique finalement, puisque quand on a une majorité de gauche, ce sera plutôt telle politique pénale, majorité de droite, plutôt telle autre politique pénale. Donc c'est aussi dépendant de la politique. Ce code de procédure pénale, finalement, il est composé de façon générale, si je dois résumer, de deux principales parties. Deux principales parties, ce code de procédure pénale. On a d'un côté la partie législative, c'est-à-dire les articles qui ont valeur législative, et de l'autre côté, on a une partie réglementaire, et au sein de cette partie, on trouve des règles issues des décrets en Conseil d'État, de décrets simples et d'arrêtés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon générale, je simplifie quand même, puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail de l'organisation de la structure du code de procédure pénale, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en gros, il y a une partie législative, une partie réglementaire.
Et nous, ce qui nous intéresse, si on s'intéresse un peu plus à la partie législative. Comment elle est divisée, cette partie législative? On a tout d'abord, au tout début du Code de procédure pénale, on a un article très important. Et ça commence par là, le Code de procédure pénale, c'est un article préliminaire. Cet article préliminaire contient les principes fondamentaux de la procédure pénale. Dans cet article, il y a vraiment plein de principes essentiels qui s'appliquent en procédure pénale. Donc vraiment, je vous conseille, je vous recommande déjà de lire cet article préliminaire et aussi de le connaître. Alors, pas par cœur, mais au moins de savoir de quoi il parle. Donc ensuite, on a, après cet article préliminaire, on a un titre préliminaire. Là aussi, on énonce un certain nombre de choses générales. Ensuite, on a un premier livre, c'est-à-dire une première partie, un premier livre qui s'appelle « De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction ». Donc finalement, ici, c'est tout ce qui concerne, enfin tout ce qui va de la commission d'infraction jusqu'à l'instruction, la fin de l'instruction. On verra ce que c'est l'instruction tout à l'heure, mais imaginons, là vous avez une infraction qui a été commise, il y a une enquête de police qui va être diligentée. À la fin de cette enquête, la personne qui est suspectée va être présentée au procureur. Le procureur, en fonction des cas, pourra renvoyer directement devant les juges, par exemple devant le tribunal correctionnel, ou alors il pourra ouvrir une instruction. Et toute cette partie-là, en gros, c'est dans ce livre premier. Ensuite, on a les juridictions de jugement. Juridiction de jugement, ici, cette partie-là du code pénal est plutôt relative quant à elle à la procédure qui se déroule devant les juridictions de jugement, à savoir le tribunal correctionnel, la cour d'assises, la cour criminelle éventuellement, ou encore le tribunal de police. Donc là, c'est la procédure qui va se dérouler devant chacune de ces juridictions. Ensuite, il y a livre 3 des voies de recours extraordinaires, donc là, ça va surtout porter sur le pourvoi en cassation, notamment. Livre 4, de quelques procédures particulières. Livre 5, les procédures d'exécution des peines. Et enfin, livre 6, dispositions relatives à l'outre-mer. Mais en général, ce que l'on étudie principalement en procédure pénale, et là où se situe l'essentiel finalement de la procédure pénale, ça va être le livre 1, enfin l'article préliminaire bien évidemment, le titre préliminaire, le livre premier, et le livre 2 éventuellement, et puis peut-être aussi parfois le livre 4, sur les quelques procédures particulières qui peuvent exister. Maintenant, attaquons ensemble les phases du procès pénal, autrement dit, comment se déroule un procès pénal. Le procès pénal commence généralement à partir de la commission d'une infraction. Alors là, je vous simplifie les choses, mais c'est pour que vous ayez une vision d'ensemble, finalement, de la matière. Donc, le procès pénal, la procédure pénale, commence à partir du moment où une infraction a été commise. Et à partir de la commission de cette infraction, une première phase va pouvoir s'ouvrir. C'est la phase d'enquête. Une enquête va être diligentée. Et durant la phase d'enquête, la police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, la police judiciaire va constater l'infraction, elle va dire « ok, une infraction », elle va rassembler les preuves, et surtout elle va rechercher les auteurs de l'infraction. Rechercher les auteurs de l'infraction en vue notamment de le présenter au procureur de la République, qui lui décidera s'il faut le poursuivre ou pas. Mais le job de la police judiciaire, c'est finalement de constater l'infraction, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs de cette infraction. Par exemple, au titre de ses pouvoirs, la police judiciaire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire des perquisitions, par exemple, pour retrouver tel ou tel objet. Elle peut également procéder à des fouilles corporelles, des palpations de sécurité, des fouilles internes même dans certaines hypothèses. Elle peut procéder à des réquisitions, elle peut également entendre les témoins, elle peut, enfin et surtout, placer une personne en garde à vue. Et une fois l'enquête de police, une fois l'enquête policière terminée, le suspect est alors présenté à un magistrat du parquet, c'est le procureur de la République. L'individu qui est suspecté d'avoir commis l'infraction est présenté au procureur de la République. Et le procureur de la République, il va alors avoir le choix entre 3 options, 3 décisions. Le procureur de la République, qu'on appelle aussi le ministère public, le parquet, eh bien, ce procureur de la République a le choix entre 3 choses. Première chose, il peut décider de classer sans suite. C'est-à-dire qu'il va considérer qu'il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir poursuivre l'individu devant les juridictions. Il classe sans suite, fin de l'affaire. Deuxième option qu'il peut utiliser, c'est au contraire de poursuivre l'individu. C'est-à-dire qu'il va engager des poursuites.
Et dans ce cas-là, soit il y aura une instruction qui sera ouverte, soit on renvoie directement devant le juge. Et enfin, troisième option, le procureur de la République peut mettre en œuvre ce qu'on appelle une mesure alternative aux poursuites, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la troisième voie, et finalement, cette mesure alternative aux poursuites, c'est on ne va pas poursuivre, mais malgré tout, on va essayer de faire quelque chose avec cet individu. Et notamment, par exemple, ça peut être un rappel à la loi, ça peut être aussi une mesure de composition pénale, ou encore plein d'autres mesures qui sont évoquées par le Code de procédure pénale. Mais s'il choisit de poursuivre le suspect, le procureur de la République, on dit qu'il met en mouvement l'action publique, il déclenche l'action publique. Et dès lors, selon les cas, l'individu va soit être soumis à une instruction préparatoire, une instruction judiciaire, une information, comme on dit. Eh bien, ça c'est pour les affaires les plus graves, et sinon, ou alors, l'individu qui est suspecté sera directement renvoyé devant la juridiction de jugement. Donc finalement, pour les affaires graves, c'est-à-dire notamment les crimes, l'instruction est obligatoire pour les crimes. Pour les affaires graves et complexes, c'est-à-dire pour les crimes, donc pour lesquels l'infraction est obligatoire, et les délits complexes, c'est-à-dire des délits qui ne sont pas encore en état d'être jugés. Eh bien, pour ces infractions-là, le ministère public, le parquet, doit saisir un juge d'instruction. Il doit saisir un juge d'instruction pour ouvrir une instruction judiciaire. On parle aussi d'information judiciaire. Il ouvre une information, il ouvre une instruction. Pour les autres affaires moins graves, celles qui n'impliquent aucune instruction, donc, que va faire le procureur? Eh bien, il va directement saisir une juridiction de jugement pour que l'individu qui est suspecté soit jugé par la juridiction de jugement, et que la juridiction de jugement dise si cet individu est coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés. Et donc ainsi, l'individu pourrait être, en fonction des cas, pour les délits, il pourrait être poursuivi devant le tribunal correctionnel, et puis pour les contraventions, il pourrait être poursuivi devant le tribunal de police. Parlons un petit peu, juste avant, de l'instruction. Qu'est-ce que c'est que cette instruction? Comme on vient de le voir, pour les affaires graves et les affaires complexes, le proc est obligé de saisir un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, alors c'est un magistrat, qui est chargé de conduire l'instruction. C'est lui qui va mener l'instruction, et on dit que ce magistrat instruit, donc il fait l'instruction, instruit à charge et à décharge. À charge et à décharge, ça veut dire qu'il va trouver des preuves dans le cadre de son instruction qui vont plutôt être dans le sens d'une culpabilité de la personne qui est poursuivie, donc là c'est à charge, mais à l'inverse aussi à décharge, c'est-à-dire des éléments qui, au contraire, démontrent que la personne poursuivie n'est pas coupable. À charge et à décharge. Et dans le cadre de sa mission, le juge d'instruction va alors accomplir un certain nombre d'actes utiles à la manifestation de la vérité. Ce sont les actes de l'instruction. Et parmi ces actes, il peut notamment procéder à l'audition des personnes poursuivies, il peut faire des perquisitions, là encore, il peut également procéder à des expertises. Donc, voilà ce que c'est que l'instruction. Finalement, l'instruction, ça va être une enquête approfondie, vraiment une enquête plus qui peut durer plusieurs mois. Et cette enquête approfondie, à la fin, il va y avoir un gros dossier avec tous les éléments. Tous les rapports d'expertise, tous les PV de perquisition, etc. Et ce gros dossier, à l'issue de l'instruction, eh bien, le juge d'instruction peut alors décider de renvoyer, s'il y a assez de charges contre la personne, peut décider de renvoyer la personne qui est mise en examen devant la cour d'assises. Notamment, puisque si on est en matière criminelle, il va renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises pour que la cour d'assises statue sur la culpabilité de cet individu et dire si oui ou non cet individu est coupable. Alors, en fonction de l'infraction qui a été commise, ce n'est donc pas la même juridiction de jugement qui est compétente pour connaître de l'affaire. Pour les crimes, on vient de le voir, ça va être la cour d'assises ou alors la cour criminelle, dans certains cas. Ensuite, pour les délits, c'est le tribunal correctionnel, et puis pour les contraventions, c'est le tribunal de police. L'audience devant chacune de ces juridictions est en principe publique et contradictoire,
et la décision qui est rendue peut faire l'objet de voies de recours, notamment d'un appel et éventuellement d'un pourvoi en cassation. Voilà un peu le fonctionnement très général, très résumé, hein. C'est vraiment un résumé, et c'est très, très général, de l'évolution d'un procès en matière de procédure pénale, mais l'idée c'est que donc ça commence par une phase d'enquête. À l'issue de cette phase d'enquête, l'individu qu'on a trouvé finalement, qu'on suspecte d'avoir commis l'infraction, on va le présenter au procureur qui, lui, va avoir le choix entre trois hypothèses, trois options, soit classer sans suite, on ne le poursuit pas, soit le poursuivre, soit on choisit une mesure alternative aux poursuites. Si on décide de le poursuivre, et selon les cas, ça peut être soit une instruction qui va être ouverte, soit on renvoie devant la juridiction de jugement, et puis enfin, c'est la juridiction de jugement qui va décider si par exemple l'individu qui a commis un vol, si il doit être condamné à une peine, ou alors si au contraire il doit être relaxé. Bon, ça c'est l'évolution générale de la procédure pénale, et donc maintenant une question se pose, quelles sont les grandes thématiques en procédure pénale? Tout d'abord, ce qu'on étudie en procédure pénale, c'est les principes directeurs du procès pénal. C'est-à-dire qu'en procédure pénale, il y a tout un tas de principes essentiels, fondamentaux, qui s'appliquent tout au long, finalement, de la procédure pénale. Et il y a notamment, par exemple, le principe de la présomption d'innocence. Principe de la présomption d'innocence qui est essentiel. Principe selon lequel, tant qu'une personne n'a pas été déclarée coupable définitivement par une juridiction, eh bien cette personne-là est présumée innocente. Donc, premier principe, présomption d'innocence. On a aussi un autre principe essentiel, le fameux droit au procès équitable, qui est protégé notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6, droit au procès équitable, qui implique de nombreuses garanties dans le cadre de l'évolution du procès. Ensuite, on a deuxième thématique en procédure pénale, on a les acteurs du procès pénal. Alors quels sont ces acteurs du procès pénal? On a bien évidemment la police judiciaire, qui elle est un acteur, enfin une actrice finalement, c'est une actrice de la phase d'enquête notamment, et puis elle intervient aussi au cours de l'instruction. On a également le ministère public, le procureur de la République, et puis également on parle aussi des juridictions pénales, puisqu'il y a à la fois des juridictions d'instruction, c'est-à-dire celles qui vont instruire, notamment le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, et puis enfin on a également les juridictions de jugement dont on a déjà parlé ensemble. Il y a aussi les juridictions d'application des peines, notamment avec le JAP, le fameux juge d'application des peines. Donc ensuite, on a ce qu'on étudie en procédure pénale, on a l'enquête, la phase d'enquête, avec la distinction essentielle entre deux types d'enquête, l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire, deux types d'enquête. Sachant que l'enquête de flagrance est, de façon assez générale, plus coercitive, plus contraignante que l'enquête préliminaire. On évoque aussi les différents actes qui peuvent être réalisés au cours de l'enquête, les perquisitions, les contrôles d'identité, les auditions, la garde à vue, etc. À l'issue de l'enquête, il y a donc la question de la poursuite. Est-ce qu'on va poursuivre l'individu? Donc, quelles sont les trois options qui sont ouvertes au procureur de la République? On le rappelle, poursuivre, ne pas poursuivre, classer sans suite, ou alors choisir une mesure alternative aux poursuites, composition pénale, etc. Quelques mots aussi sur l'action publique et sur l'action civile. Alors l'action publique, l'objectif de l'action publique, c'est finalement d'emmener l'individu devant une juridiction pénale pour qu'il soit condamné éventuellement à une peine, par exemple. Donc pour statuer sur la culpabilité de l'individu, ça c'est l'action publique. Et l'action civile, c'est lorsque une victime, par exemple, la victime dans un procès pénal, la victime c'est la partie civile. D'accord, je simplifie, mais la victime, c'est la partie civile. Et donc, l'action civile, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à la victime, dans le cadre d'un procès, de demander réparation de son préjudice. Et notamment, elle va demander, par exemple, à l'auteur des faits, elle va demander des dommages et intérêts pour réparer son préjudice. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action civile. Donc, on distingue l'action publique, qui a pour effet de statuer sur la culpabilité de l'individu, on va le condamner à une peine d'emprisonnement, par exemple, et l'action civile, qui, elle, a pour but finalement de réparer le préjudice que la victime a subi. On parle aussi bien évidemment de la phase d'instruction, la phase d'instruction qui est une phase qui n'intervient pas tout le temps, mais qui, comme on l'a vu, peut intervenir et doit intervenir déjà en matière de crime, en matière criminelle. Elle est facultative en matière délictuelle, c'est ce que je vous disais, pour les délits, c'est notamment pour les délits complexes, les délits qui ne sont pas en état d'être jugés, on va ouvrir l'instruction pour faire une enquête approfondie, finalement, de l'affaire. Donc, à propos de la phase d'instruction, on étudie comment on ouvre une instruction, notamment avec le réquisitoire,
afin d'informer, réquisitoire afin d'informer qui va permettre de saisir le juge d'instruction. Et puis les actes d'instruction également, hein, quels sont les différents actes qui peuvent être accomplis durant l'instruction. La détention provisoire aussi. La détention provisoire, qu'est-ce que c'est? Quand on va mettre quelqu'un en détention provisoire, ça veut dire qu'on va le mettre finalement derrière les barreaux, hein, on va le mettre en prison, en gros, on va le mettre en prison jusqu'à ce que son jugement intervienne. Ce qu'on appelle de détention provisoire, d'où le caractère provisoire de cette détention. L'objectif, hein, c'est qu'à la fin du jugement, soit on relâche la personne, soit elle reste en prison. Et puis enfin, on parle également des mesures de contrôle de l'instruction. Donc après la phase de l'instruction, il y a une phase de jugement, et là, c'est là où on parle notamment de la procédure qui se déroule devant les différentes juridictions, tribunal correctionnel, tribunal de police, cour d'assises, etc. On parle également de la preuve, de la question de la preuve en matière pénale. Comment on apporte la preuve en matière pénale, avec notamment le principe de liberté de la preuve, puisque la preuve en matière pénale s'apporte par tout moyen. On évoque aussi la question de l'intime conviction, puisque c'est le juge qui va statuer en fonction de son intime conviction. Et puis, il y a également un autre principe essentiel en matière de preuve pénale, c'est le principe de loyauté de la preuve. Et puis enfin, il y a la question des voies de recours, hein, c'est-à-dire que si on n'est pas satisfait, par exemple, on n'est pas content d'une décision qui a été rendue par une juridiction pénale, on peut, par exemple, interjeter appel de cette décision, on peut faire appel, on peut même aller, pourvoi en cassation, aller jusque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Voilà pour les grandes thématiques en procédure pénale. On termine cette vidéo par évoquer les différents conseils que je peux vous partager finalement pour apprécier cette matière et puis pour éventuellement, je vous le souhaite, la réussir. Quelques conseils. Alors, tout d'abord, pour moi, il me semble essentiel 3 conseils. Premier conseil, c'est que vous compreniez l'organisation générale d'un procès pénal. L'idée, c'est vraiment que vous ayez en tête un schéma global du fonctionnement d'un procès pénal, d'une procédure pénale. C'est un petit peu le schéma qu'on a fait tout à l'heure avec l'évolution de l'infraction. On a une infraction qui est commise, un vol par exemple. Et puis ensuite, il y a une phase d'enquête. On va constater l'infraction, on va chercher les preuves, perquisition, tout ça. Et puis on va éventuellement trouver les auteurs de l'infraction. Et puis à la fin de ça, on présente l'auteur de l'infraction, l'auteur présumé de l'infraction, on va le présenter au procureur de la République, qui va décider de poursuivre, etc. Il y a l'instruction, il y a le jugement, on l'a déjà vu. Donc ça pour moi, c'est bien déjà que vous compreniez le fonctionnement général, le fonctionnement global de la procédure pénale. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de comprendre, notamment durant la phase d'enquête, qui est compétent pour réaliser tel ou tel acte. C'est-à-dire que en procédure pénale, la question de la compétence est essentielle. Le pouvoir, finalement, la question de pouvoir. Plutôt pouvoir. La question du pouvoir, c'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple très simple, la garde à vue. La garde à vue, au sein de la police judiciaire, donc c'est la police judiciaire qui place en garde à vue, mais au sein de la police judiciaire, il y a en quelque sorte différents grades, si je puis dire, pour simplifier. Il y a différents niveaux. C'est-à-dire que les personnes les plus importantes de la police judiciaire, ce sont des OPJ, ce qu'on appelle des OPJ, des officiers de police judiciaire. Il y a d'autres personnes, il y a les APJ, agents de police judiciaire, et puis les APJA, agents de police judiciaire adjoints. La question se pose de savoir qui peut décider du placement en garde à vue. Eh bien, seul un OPJ, un officier de police judiciaire, peut placer une personne en garde à vue. D'accord ? C'est très important de comprendre finalement qui a compétence, qui peut placer, qui a le pouvoir finalement pour placer tel ou tel individu en garde à vue. De la même manière, je pense notamment à la détention provisoire. Et je rappelle ce que c'est que la détention provisoire, mais la détention provisoire, c'est par exemple, on va mettre quelqu'un durant l'instruction, on va placer quelqu'un en prison dans l'attente de son jugement. Eh bien, la détention provisoire, qui peut la prononcer ? Eh bien, c'est le juge des libertés de la détention, le JLD. Et c'est pas par exemple le procureur, c'est pas non plus le juge d'instruction, c'est le JLD, le juge des libertés de la détention. Donc, bien comprendre finalement ces questions de compétence, ces questions de pouvoir. Enfin, ce que je peux vous conseiller, là c'est un peu plus soft, c'est de réviser avec, et d'apprendre avec des séries judiciaires françaises. Alors, quelle série judiciaire française ? Vous avez notamment la série Engrenage, qui est une série assez réputée là-dessus sur la procédure pénale française, qui est bien faite. Ensuite, on a autre série, si je puis dire, c'est plutôt Faites entrer l'accusé. Moi, je me souviens que j'avais révisé la procédure pénale la veille et l'avant-veille, j'avais mis à fond des épisodes de Faites entrer l'accusé pour bien comprendre le fonctionnement de la procédure pénale. Donc,
c'est des petites séries comme ça. Même les petites émissions du style complément d'enquête, 90 minutes enquête, c'est toujours bon à prendre puisque on utilise un vocabulaire tel que le procureur, le juge d'instruction, etc. C'est toujours bien. Crime aussi, hein, la série Crime avec de Jean-Marc Morandini. Bref, vous avez tout un tas de séries qui peuvent vous être utiles pour réviser et pour comprendre encore mieux la procédure pénale française. Maintenant, si vous voulez réviser efficacement votre cours de procédure pénale, vous avez aussi mon pack intégral de 50 fiches de révision en procédure pénale. Et grâce à ces fiches, vous allez gagner beaucoup de temps dans vos révisions et surtout, vous allez sans doute mieux comprendre la matière qui est quand même technique, aride et difficile. Si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en description. En attendant, j'espère que vous avez apprécié ce long cours finalement de présentation de la procédure pénale. En tout cas, j'ai pris un super moment. Et puis, on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine!